Alors, vous êtes une figure majeure de la vie politique centrafricaine depuis plus de 20 ans. Avant d'entrer dans le détail, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation politique et économique de la Centrafrique? En matière démocratique, la République centrafricaine a reculé. Vous savez que nous avons eu un empire dans ce pays de 1976 à 1979. Et c'est grâce au sacrifice des jeunes qui se sont révoltés contre l'empereur Bokassa que la République a été restaurée. Aujourd'hui, il y a un net recul démocratique qui est matérialisé par cette constitution que le président Touadéra a imposée au peuple centrafricain en 2023 et qui renforce son pouvoir personnel par la suppression du verrou de la limitation des mandats présidentiels, par l'impossibilité pour tout citoyen de saisir, par exemple, la plus haute juridiction constitutionnelle du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, par la suppression du contrôle de l'Assemblée nationale sur l'octroi des licences, des permis, etc., etc. Et surtout, pour la première fois de notre histoire, par l'introduction d'une notion de division des Centrafricains, de catégorisation des Centrafricains, interdiction aux compatriotes qui ont une ou plusieurs nationalités de compétir pour les élections présidentielles et surtout d'accéder à des fonctions politiques et militaires. Donc, c'est une chape de plomb, pour me résumer, qui s'étend sur le pays avec une très forte influence des mercenaires Wagner, n'est-ce pas, qui ont infiltré l'espace politique, l'espace communicationnel. C'est pour ça que nous sommes en lutte contre ce retour à l'Empire sous la couverture de la République. Sur le plan économique, quand le président Touadéra a accédé au pouvoir en 2016, il y avait 53% de Centrafricains qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et la dernière revue de la Banque mondiale en 2024 sur la situation économique du pays dit que ce pourcentage est monté à 67%. Et en 2016, nous étions les quatrièmes dans le dernier rang de l'indice de développement humain du PNUD. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes l'avant-dernier. C'est-à-dire, après nous, c'est la Somalie. Donc, si vous prenez le taux de croissance du PIB, depuis 4 ou 5 ans, nous ne dépassons pas 1% de croissance du PIB. Et si vous ajoutez l'effet de la croissance démographique, ça veut dire en fait que la pauvreté s'étend et l'ensemble des cultures d'exportation, ce qui sous-tend l'activité économique, est à l'arrêt depuis 10 ans. Vous demandez un dialogue direct avec le président Touadéra. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce dialogue et quelles garanties seraient nécessaires pour qu'il soit crédible? Nous demandons des élections inclusives. Deuxièmement, nous voulons des élections transparentes parce que sur le papier, l'autorité nationale des élections est une institution indépendante, c'est-à-dire l'arbitre électoral. Aujourd'hui, elle a mis 11 mois pour produire des listes électorales et a englouti 6 milliards de francs CFA pour produire des listes électorales qu'elle a commencé à réviser en septembre et qui devaient être définitives en janvier ou en février. C'est en ce mois d'août, il y a quelques jours, que la liste électorale définitive est, semble-t-il, disponible. Donc, ce que nous demandons est simple. La même chose que le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'inclusivité et d'avoir des élections où le suffrage populaire tel qu'exprimé dans les urnes soit effectivement reflété dans la proclamation des résultats. Sur le plan économique, vous l'avez rappelé, le chantier reste important. Et malgré un taux de croissance positif, les revenus de la Centrafrique restent dépendants à près de 90% des exportations de métaux précieux et du bois. Comment diversifier l'économie pour sortir de cette dépendance aux matières premières? C'est par l'agriculture et par l'agriculture seule que ce pays s'en sortira. Je le dis parce que nous l'avons déjà fait. Sous Bokassa, justement, nous sommes allés jusqu'à 60 000 tonnes de coton, à l'époque où beaucoup de pays africains n'arrivaient même pas à 50 000 tonnes. Et tout cela s'est effondré. Donc la politique économique chez nous, surtout en matière de création, de relance des activités, doit s'appuyer sur l'agriculture, aussi bien d'exportation que vivrière. Nous avons 15 millions d'hectares de terres cultivables et chaque année, on ne met en valeur que 0,25%. C'est-à-dire que le potentiel agricole est énorme. Et le marché existe parce qu'en matière d'agriculture, même vivrière, les pays qui nous entourent, c'est des pays qui sont déficitaires en matière de production alimentaire. Vous savez que les grands économistes de développement, je ne veux pas les citer, ont toujours dit que
dans un pays où le taux de pauvreté est supérieur à la moitié de la population, comme en RCA, pour inverser la tendance, il faut investir de manière régulière, c'est-à-dire et le secteur public et le secteur privé. Il faut que le taux d'investissement dans le pays soit d'à peu près un quart du PIB, c'est-à-dire 25% du PIB, pendant une durée de 20 à 25 ans pour inverser la tendance. Ça veut dire quoi? Dans un pays comme la République centrafricaine, où le PIB a 3 milliards de dollars des États-Unis, à peu près 1500 milliards de francs CFA, 25%, ça fait à peu près 450 milliards de francs CFA qu'il faut investir chaque année pendant 25 ans. Mais je vous dis déjà que le budget de la RCA est de 300 milliards de francs CFA. Et lorsque vous regardez la part réservée à l'investissement, cela se passe de tout commentaire. Donc, nous sommes loin du compte. Le taux de chômage des jeunes atteint environ 9,5% en 2024 selon la Banque mondiale. Dans ce secteur-là, quelles mesures immédiates lanceriez-vous si vous étiez élu pour améliorer leurs perspectives? Mais l'emploi, c'est le climat des affaires. Lorsque vous avez l'environnement des affaires qui est favorable à l'investissement, aussi bien national qu'extérieur, vous créez des entreprises dans le secteur privé, dans le secteur de production, dans l'agriculture, dans l'élevage. Et ça ferait que les jeunes hommes et femmes qui arrivent sur le marché de l'emploi ont un emploi productif, ont des revenus, consomment, donc développent l'activité et tout ça, tout ce cercle vertueux-là, permet à un pays de sortir de cette situation de misère. Le gouvernement Touadéra a tenté depuis 2022 de faire de la RCA un laboratoire des crypto-monnaies avec le projet Sangocoin et l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. Que pensez-vous de cette orientation et quelle est selon vous la bonne voie pour l'innovation financière dans un pays comme la République centrafricaine? C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Vous avez une économie qui souffre parce qu'il n'y a pas de production. Et vous insistez sur une soi-disant modernisation des moyens de paiement. Mais c'est kafkaïen. C'est une démarche qui ne s'explique pas rationnellement. Et donc, cette expérience de la crypto-monnaie, vous savez que la loi a été rapportée, la loi qui a été votée a été rapportée, modifiée par la suite. On a retiré de sa substance, parce qu'au départ, les prétentions, c'est que la crypto-monnaie, le Momecoin ou le Sangocoin, je ne sais plus, devait être la monnaie de la RCA à la place du franc CFA ou parallèlement au franc CFA. Je ne sais pas comment d'ailleurs on peut faire d'avoir deux unités monétaires dans une même zone, alors que nous-mêmes, nous sommes membres de la BEAC et que nous avons des engagements dans le cadre de l'Union monétaire d'Afrique centrale. Vraiment, je pense que le conseil que je peux vous donner, c'est de poser la question aux initiateurs de cette mesure-là. Peut-être que je ne comprends rien à la monnaie et que eux, ils pourront vous dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Sur le volet sécuritaire, plus de la moitié du territoire centrafricain reste aujourd'hui affecté par l'activité de groupes armés, ce qui limite le contrôle effectif de l'État. Quelles solutions pensez-vous appliquer pour restaurer la sécurité tout en relançant l'activité économique dans les zones impactées? Oui, la sécurité est la condition même du développement de l'activité économique. Et il y a eu une amélioration très sensible de la situation sécuritaire dans le pays, parce qu'on peut circuler aujourd'hui sur la plus grande partie du pays. Même s'il demeure des risques toujours présents d'avoir des situations de conflits vraiment sérieux. Mais la situation globalement s'est améliorée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de renforcer l'armée nationale, les forces armées centrafricaines. Il faut continuer à les renforcer, à passer effectivement à une armée de garnison. Nous avons voté, quand j'étais président de la commission finance, une loi de programmation militaire. On ne sait pas où on en est. Personne n'en fait le bilan. Et lors de la première législature en 2016, le groupe parlementaire de mon parti, nous avons voté les accords de défense avec la Russie, avec l'Angola, avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un impératif que notre pays soit sécurisé et que la coopération se renforce avec des pays qui ont plus de moyens, d'expertise, d'expérience sur le plan militaire. Donc, euh, c'est à ce titre que nous avons signé ces accords de défense. Mais nous avons constaté que, par exemple, avec la Fédération de Russie, on nous a envoyé des mercenaires du groupe Wagner à la place des conseillers militaires de l'armée régulière russe que nous attendions. Et c'est pour ça que, de manière constante,
Chaque fois que l'occasion m'est donnée, je dis que je condamne la présence, je suis contre la présence des mercenaires Wagner en Centrafrique, mais je ne suis pas contre la coopération militaire avec la Fédération de Russie. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, que le président Bokassa, à l'époque, il avait envoyé en Russie justement le plus grand contingent d'étudiants centrafricains et beaucoup sont devenus ingénieurs, médecins, techniciens dans divers domaines. C'est ce que nous voulons. Monsieur Martin Ziguele, merci. C'est moi qui vous remercie.